Chers amis, compagnons, camarades, amis, citoyens, citoyennes, à vous tous bienvenue à ce premier colloque du comité Laïcité et République du Pays de Loire, qui est officiellement lancé aujourd'hui et qui, à cette occasion, a donc décidé d'organiser son colloque sur le thème de la laïcité et les femmes. Je voudrais tout d'abord, Madame la Présidente, vous remercier à la fois de votre propos, qui cadre bien les perspectives des réflexions que nous allons ouvrir, et aussi de votre accueil, ce qui nous rappelle que la République est généreuse, écoute les citoyens et échange avec eux, et que c'est peut-être d'ailleurs un des grands mots de notre époque d'avoir parfois l'impression que la parole tombe du haut vers le bas, et pas aussi souvent que d'aucuns le souhaiteraient, aussi du bas vers le haut. Et puis, je voudrais aussi remercier Babacar Lam, qui est le président de ce nouveau comité Laïcité République. Je vous dirai un mot tout à l'heure de cette association que nous avons créée il y a une trentaine d'années, 25 ans, avec Régis Debray, Elisabeth Badinter, Alain Finkielkraut, Claude Nicollet, Henri Caillavet, professeur Jean-Pierre Changeux, au moment de la première affaire du voile, lorsque nous avions l'impression que quelque chose basculait dans le pays et risquait de nous mettre sur des voies dangereuses. Donc ce comité a été créé à ce moment-là. Il aujourd'hui est décliné avec un certain nombre de comités régionaux et locaux. Et donc nous ouvrons aujourd'hui officiellement le comité de Nantes et Babacar, qui est en même temps, je dirais, un lien très fort pour donner toute sa mesure à ce que vous avez dit, Madame la Présidente, une république laïque et sociale. Et l'expérience d'un militant, d'un syndicaliste et d'un homme à la rencontre de différentes cultures est un témoignage que je trouve parfaitement symbolique pour inaugurer notre réunion. Quelques mots d'introduction. Parler de laïcité aujourd'hui, ça peut paraître désuet. En tout cas, il y a quelque temps, ça paraissait ringard. Ça sentait la naphtaline. Ça faisait sénateur ad hoc de l'époque clémenciste. Et je me souviens qu'il y a quelques années encore, on nous disait « Mais qu'est-ce que vous nous enquichinez avec ce sujet-là » au moment de la première affaire du voile, par exemple, en nous disant « Vous posez des problèmes qui n'existent pas ». Il y en a d'ailleurs toujours un paquet qui nous disent toujours la même chose. On se demande ce qu'ils ont dans les yeux. La laïcité est de retour, mais elle est de retour dans la plus extrême confusion. Vous conviendrez, quelles que soient vos nuances, et je pense que vous avez des sensibilités différentes, que tout le monde en parle de la laïcité pour en dire tout et son contraire. Ici, elle est récupérée, vidée de son contenu, détournée, instrumentalisée. On l'a vu cet été autour de ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire du Burkini, qui en soi n'est pas importante d'un point de vue juridique, il est d'un point de vue symbolique pour ce qu'elle incarne et ce qu'elle met au milieu de la société, de cette image des femmes. Mais je ne prends pas position sur le fond du débat, c'est un autre sujet. Mais on a senti comment le pays est prêt à s'enflammer et combien ce concept même de laïcité est très mal maîtrisé. La laïcité, elle est évoquée depuis l'ultra-gauche jusqu'à l'extrême droite. Pour une partie de l'ultra-gauche, la laïcité, aujourd'hui, elle est islamophobe, elle est raciste, elle est colonialiste. Dès lors que l'on estime que les citoyens musulmans de culture ou de religion, sont des citoyens comme les autres, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, et qu'on ose le dire et l'affirmer, c'est vrai que pour certains, on est immédiatement, le concept a été forgé pour cela, islamophobe, tourné contre une religion, alors qu'il s'agit de faire en sorte que les mêmes droits et les mêmes devoirs soient appliqués. Nous avons vu il y a quelques jours, dans la tribune d'un grand journal de l'après-midi, un sociologue parler du fondamentalisme laïque qui menace la France. On se demande si c'est en France qu'il y a eu des attentats contre Charlie Hebdo, contre le Bataclan, cet été à Nice. On se demande si ce sont les laïcs et les camarades assassinés de Charlie qui, avec leurs petits feutres de toutes les couleurs, menacent ou menacent encore la République. Il y a comme une confusion. On sent bien que ce terrain, il est un peu sable mouvant. Et de l'autre côté, alors on a l'extrême droite qui a fait un hold-up sur la laïcité. On a envie de dire, soyons sérieux, pas elle, pas eux dans toute l'histoire, et d'avoir défendu
une identité de la France blanche, catholique, apostolique et romaine. Eh bien, cette confusion, elle s'est généralisée. Elle a commencé il y a quelques années lorsque certains, et pas tous réactionnaires, ont commencé à mettre des qualificatifs au mot laïcité. La laïcité, ça ne se suffisait pas, il fallait qu'elle devienne moderne, il fallait qu'elle devienne nouvelle, apaisée. Et même le pape parle de laïcité pour dire qu'elle doit être concordataire. Je pense que vous avez tous conscience que quand tout le monde est d'accord sur un mot, c'est qu'il y a suspicion de quelque chose, de détournement, de manipulation, et qu'il faut s'interroger véritablement sur le sens. Quand on rajoute un qualificatif, c'est rarement pour ajouter du sens. Si vous dites à quelqu'un, j'espère que vous le dites dans votre vie, si vous lui dites « je t'aime », ça fait sens. Si vous rajoutez un petit mot, vous lui dites « je t'aime bien », ça veut presque dire le contraire. Ça veut dire que si vous descendez acheter des cigarettes, vous n'allez peut-être pas remonter à la maison tout de suite. Si vous me dites République, je sais ce que c'est, mais si vous me dites République populaire ou République islamique, c'est le contraire de la République. La première chose à faire, c'est de nous réapproprier le mot, le sens des mots. Et nous sommes dans une période de communication où la communication prend le pas sur la réflexion de fond. Et à l'approche de l'élection présidentielle, on ne peut que s'étonner souvent de l'absence de fond et de voir combien même la question des programmes et des propositions semble passer au second plan. On est donc dans une période de confusion, et ce débat et cette confusion, et c'est nouveau, divise à la fois la gauche et la droite. C'était plus facile de s'y retrouver lorsque toute la gauche était laïque, républicaine et de gauche. Je ne dis pas qu'elle ne l'est plus, mais il y a une partie de la gauche qui ne l'est plus tout à fait, qui écoute ou partage le regard de Chimène pour le communautarisme. Et lorsque la droite était le parti catholique. En gros, c'était plus facile de s'y retrouver quand la gauche était de gauche et la droite de droite. Et nous ne sommes plus tout à fait dans cette question-là, on le voit au plan social, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais Madame la Présidente a évoqué la République sociale. Eh bien, nous le voyons sur la question de la laïcité, où tout le monde monte en ligne, mais des fois pour dire une chose et son contraire. Un mot avant de laisser nos intervenantes aller au fond, parce que c'est pour elles que vous êtes venus ce soir. Rappelez 2 ou 3 choses. On ne défend pas la laïcité, on ne se bat pas pour un texte de loi. La laïcité, avant d'être la loi de 1905, la loi de séparation, ce sont des principes qui nous viennent de loin et pour lesquels des femmes et des hommes sont morts sur les bûchers, ont été contraints à l'exil. Ce sont des valeurs qui viennent de la Grèce antique, qui ont été portées par la Renaissance, par la Réforme en partie aussi. Ce sont, de mon point de vue, 4 grands principes. Et 4 grands principes qui ne datent pas de combats du Moyen-Âge, mais qui sont au cœur de l'actualité d'aujourd'hui. Premier point, l'émancipation. L'histoire de l'humanité est une histoire de la marche des hommes et des femmes vers une émancipation individuelle et collective. Et s'il y a un sens du progrès, c'est celui-là. L'émancipation n'est pas terminée. L'émancipation est un combat quotidien. L'émancipation des savoirs. N'oublions pas les Galilée, les Giordano Bruno, tous ceux qui ne pouvaient pas simplement affirmer que la Terre était ronde. Lorsque, aujourd'hui, on détruit Palmyre, cela nous montre que ce combat n'est pas un débat du passé. Lorsque l'Église s'est opposée à la révision des lois bioéthiques pendant des années et qu'il faut l'arracher aujourd'hui, cela montre que ce n'est pas un combat du passé. Deuxième grand principe, la liberté absolue de conscience. L'actualité vous donne 50 exemples qui montrent combien nous sommes de plein pied dans les vrais problèmes. Le troisième grand principe, c'est l'égalité absolue des droits et des devoirs. C'est le fruit de la Révolution française. Les individus ne sont plus déterminés par leur naissance et soumis au bon vouloir du monarque et de la justice divine. Désormais, toutes les femmes et tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Quelles que soient les origines, quelle que soit la couleur, quelles que soient les convictions, les femmes et les hommes sont libres et égaux en droit. De sujets, ils deviennent citoyens. C'est ça la République. Vous me direz, pendant un bout de temps, la République a fait le contraire, oui. Mais cette question demeure fondamentale parce que la principale égalité prioritaire aujourd'hui, c'est bien celle entre hommes et femmes. Et nous voyons bien combien,
au nom d'une religion, d'un retour à des particularismes communautaires, on voudrait remettre en cause ce troisième grand principe. Et le dernier, Madame la Présidente, vous l'avez évoqué, c'est l'universalisme. Être citoyen, ce n'est pas être blanc, noir, rouge, vert, croyant, incroyant. Ce n'est pas être de gauche ou de droite. C'est être une femme et un homme, ou un homme libre et égal en droit des autres. C'est l'universalisme. Et on se moque éperdument des particularismes des origines, sinon la liberté à chacun de vivre ses particularismes, mais en aucune sorte faire en sorte que ces particularismes puissent remettre en cause ces principes de liberté de conscience et d'égalité des droits. La laïcité, c'est le fruit de ces quatre grands principes que je viens d'évoquer. Elle a pris forme juridiquement en 1905, avec la loi de séparation des articles et de l'État, des églises et de l'État, qui dit, vous le savez, la République garantit la liberté de conscience de pratiquer un culte ou de n'en pratiquer aucun. De pratiquer un culte, pas de faire n'importe quoi au nom d'un culte. De pratiquer un culte dans le cadre des lois de la République. Article 2, la République ne salarie, ne reconnaît, ne subventionne aucun culte. Nous savons, notamment depuis 1945, que cette loi était largement contournée. Mais enfin, il faut aujourd'hui remettre les choses dans leur contexte. Cette loi de 1905 et le débat sur la laïcité, elle s'est d'abord fixée sur l'école. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, la République, c'est des citoyens. Et le philosophe Condorcet dit, oui, mais par naissance, on est chrétien, on est juif, on est musulman, mais on ne naît pas citoyen. Et où est-ce qu'on va faire des citoyens ? Eh bien, à l'école publique. L'école laïque obligatoire publique, ce qui n'est pas obligatoire d'ailleurs, c'est un excès de langage. L'école, elle n'est pas là pour faire à nouveau des petits noirs, des petits blancs, des petits jaunes, des petits de droite, des petits de gauche. Elle est là pour que les enfants soient capables d'utiliser les outils pour penser par eux-mêmes, les outils de la connaissance, la réflexion, la libre pensée. C'est d'abord ça la fonction de l'école. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, plus que jamais, la priorité, à l'approche des présidentielles notamment, ce serait de réinstituer l'école de la République pour que les enfants de toutes les couleurs viennent vivre et se préparer à devenir citoyens. Le deuxième grand sujet, et c'est celui, bien sûr, du lien, et je l'évoquais, entre laïcité et égalité, et dont les femmes sont aujourd'hui partout dans le monde les premières victimes, et parfois même dans notre propre pays. Et il est vrai que lorsque je vois ou j'entends des femmes se dire féministes et se battre, soi-disant, pour la liberté des femmes de porter le voile, alors que je ne les entends pas susurrer le moindre message de solidarité pour ces millions de femmes qui risquent leur vie pour ne pas le porter, nous sentons bien que nous sommes dans la contradiction. Nous sentons bien qu'il nous faut éclairer ces sujets, sous peine de voir le communautarisme envahir davantage la République et remettre en cause les principes de laïcité. Voilà, chers amis, le contexte dans lequel se pose ce débat. Le communautarisme se développe, il pose des problèmes de vivre ensemble, de remise en cause des lois de la République dans les crèches, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons. Et il y a quelques jours, l'Institut Montaigne a publié une statistique fort inquiétante qui montre combien l'idéologie islamique, je ne dis pas la religion, je dis bien l'idéologie de l'intégrisme islamique, aujourd'hui est portée avec sympathie par 50% des jeunes de 15 à 25 ans qui revendiquent cette culture d'origine. La République a failli, la République est en difficulté. La question n'est pas de stigmatiser ces jeunes, il est de savoir comment réintégrer dans la citoyenneté et de rebâtir sur d'autres bases la République laïque et sociale. Voilà pourquoi nous avons choisi ce soir, cet après-midi, d'ouvrir ce premier débat sur femmes et laïcité pour essayer d'apporter quelques perspectives aussi et faire en sorte que ce qui nous apparaît comme une des vraies questions soit posé à l'approche de l'élection présidentielle. Pour animer ce débat, nous avons invité deux femmes courageuses et talentueuses. Laurence Marchand-Taillade, que vous connaissez sûrement de nom et par sa plume, qui est à la fois alerte et qui peut être féroce, qui est vive et qui a le courage d'affirmer un certain nombre de choses là où d'autres préfèrent la facilité du déni. Laurence est présidente de l'Observatoire de la laïcité du Val d'Oise, de Force laïque, et elle publiera en janvier un livre sur la laïcité.
Et puis, nous aurons le plaisir aussi d'écouter, juste après, Chakla Shafik, qui est ici, qui est sociologue, écrivaine, franco-iranienne, et donc qui a dans sa mémoire et son expérience une singulière expérience du passage de la religion en tant que spiritualité à l'idéologie politique et à des formes de fascisme. Chakla sort ces prochains jours, vient de sortir 2 ouvrages. Je crois qu'ils sont là, et ceux qui voudront pourront se les procurer, et elle acceptera bien volontiers de les dédicacer tout à l'heure. L'un est publié à l'âge d'homme, Demande au miroir, c'est un roman, et le second est un ouvrage sur l'islam politique qui est publié au PUF. Voilà, je vous souhaite un bon colloque, j'espère que vous participerez nombreux au débat qui va suivre, et si cela vous intéresse et que vous voulez continuer, eh bien Babacar se fera un plaisir à la fin de vous donner les coordonnées et le moyen de venir travailler avec ce comité naissant. Merci encore, Madame la Présidente, merci à vous tous, et vive la laïcité.